podcast qui déshabille les scientifiques. Je m'appelle Élodie Chabrol et j'ai hâte de vous faire rencontrer des scientifiques et partir avec vous à la découverte de ces humains. On va bien sûr parler un peu de science, mais on va surtout beaucoup parler d'eux. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sous la blouse. Aujourd'hui, je reçois Eva Petit-Demange, chercheuse postdoctorale en génie industriel. Bonjour Eva. Bonjour Élodie. Je suis ravie de t'avoir à mon micro, de nouveau. J'hésitais à le dire. C'est toujours un plaisir. Voilà, merci d'avoir accepté de réenregistrer cet épisode de podcast suite à une boulette de ma part. Écoutez, voilà, quand on commence le podcast, on n'est pas toujours parfait. Et bien là, c'en est la preuve. Donc merci Eva d'avoir accepté de refaire cet épisode qui va être encore mieux que le premier, je suis sûre. Alors moi, j'avais envie de t'avoir à mon micro pour plein de choses. Déjà parce que ton sujet de recherche m'intéresse vraiment et j'avais envie que tu nous racontes ça un petit peu. Et puis parce que tu fais des choses à côté, dont du théâtre, qui m'intéresse à mort aussi. Donc j'avais vraiment envie que tu nous parles de tout ça. T'as vraiment plein de trucs à raconter et je le sais parce que j'ai déjà enregistré un épisode. On est un peu dans le futur là. On est dans le futur, exactement. Mais je te propose de commencer ce podcast avec la blouse sur le dos pour nous raconter tes recherches. Mais avant ça, la question traditionnelle, est-ce que tu portes une blouse quand tu bosses au labo ? Pas du tout. Ça m'arrive pas de porter des blouses. Il y a juste un moment où j'aurais dû en porter une. Ça aurait dû être ma soutenance de thèse. Parce que, comme dans mon sujet, je suis le docteur des organisations hospitalières et que je fais du diagnostic organisationnel, et ben je voulais faire la blague à ma soutenance de thèse de mettre une petite blouse sur la partie diagnostic et mon directeur de centre a oublié de me rapporter la blouse, donc je n'avais pas ma blouse. Cette blague tuée directement par ton directeur, du coup. Dommage. C'est ça. Bon, alors on va mettre cette blouse imaginaire que tu n'as pas pu mettre pendant ta thèse, du coup, sur le dos pour que tu nous racontes tes recherches en quelques minutes. Ok, et alors du coup, moi, ce que je vous disais là, c'est que je suis docteur des organisations hospitalières. Qu'est-ce que c'est ? Donc je travaille dans le domaine hospitalier, plus particulièrement avec les centres d'appel d'urgence du SAMU. Je regarde comment ils fonctionnent, je comprends comment ils fonctionnent et j'essaye d'améliorer comment ils fonctionnent pour que les appels d'urgence attendent moins longtemps avant d'être décrochés et qu'ils soient traités le plus efficacement possible. T'es le médecin du centre d'appel du SAMU, en fait, c'est ça ? Voilà, c'est un peu ça. C'est-à-dire que je fais de la médecine organisationnelle parce que je ne travaille que sur les aspects logistiques et de l'organisation inhérents au génie industriel, en fait. Et ça, du coup, c'est quoi comme domaine ? Tu utilises quoi dans tes recherches plutôt comme outil, on va dire ? C'est plutôt des maths, je suppose, de l'informatique ? Ouais, il va y avoir de ça. Le grand domaine, en fait, c'est le génie industriel. Donc, ça va être tout ce qui va être étude de la logistique, des industries, de comment ça fonctionne, de gestion des stocks, toutes ces choses-là. Et moi, je suis spécialisée dans le domaine de la santé. Donc, je l'applique aux hôpitaux, au parcours patient. Ça va prendre en compte tout ce qui va être aussi planification pour les plannings des blocs opératoires ou ce genre de choses. Et les outils qu'on va utiliser, ça va être des outils informatiques. Et moi, j'utilise majoritairement de la simulation informatique parce que dans mon travail, je crée des SAMU virtuels sur mon ordinateur pour pouvoir inventer le SAMU de demain. D'accord, oui, tu n'utilises pas les centres, tu interfères pas avec les centres d'appel là tels qu'ils sont pour faire des tests, on est d'accord ? Ouais, je fais pas mes tests directement en vrai parce que comme on est avec des vrais patients qui ont des vrais besoins d'urgence, ce serait un peu dommage de tester un truc et de faire ça marche pas, dommage, Désolée, on va tester autrement. Donc des simulations d'appels pour essayer de faire en sorte que ça soit pris plus rapidement et mieux. Et du coup, je disais que tu es chercheuse postdoctorale. Alors, je voulais juste expliquer ce que c'était rapidement le postdoc parce que les gens qui travaillent dans la recherche connaissent, mais les gens en dehors connaissent pas forcément. Est-ce que tu veux te lancer dans l'explication
rapide? Alors, le postdoc, généralement, c'est les contrats qu'on a juste après un doctorat pour aller travailler sur des projets de recherche. Et en fait, c'est des CDD de la recherche qui vont nous permettre de gagner de l'expérience et d'espérer pouvoir postuler sur des postes d'enseignante-chercheuse, d'enseignants-chercheurs. Donc on est des précaires de la recherche. Mais du coup, on continue à travailler sur la recherche. C'est des périodes généralement où on essaye de publier beaucoup pour avoir Ouais. des super dossiers pour ensuite pouvoir passer les concours et avoir un poste. C'est magnifiquement expliqué. Donc enseignant-chercheur ou chercheur d'ailleurs, suivant le domaine, suivant le domaine dans lequel on est. Et toi, du coup, tu es toute jeune postdoc, tu viens tout juste de soutenir ta thèse, il me semble. Ouais, j'ai soutenu ma thèse début novembre et j'ai du coup commencé mon postdoc début janvier. Et ouais, j'ai soutenu ma thèse pendant une pandémie. Ouais, C'est quand même un peu stylé. c'est ce que j'allais dire. Tu as soutenu en 2020, ça serait quand même une date qui va te rester en tête à mon avis. Et dans l'épisode 2, pour ceux qui l'ont écouté, ils connaissent déjà Mathilde, et on parlait de cette fameuse plateforme Discord que vous aviez mise en place, pardon, au tout début de la pandémie pour pouvoir mettre tous les doctorants en fait en contact les uns avec les autres, parce qu'il y en avait plein qui risquaient d'être isolés, de pouvoir travailler, etc. Et toi, du coup, tu étais là aussi au tout début, tu l'as mise en place avec Mathilde. Ça t'a apporté des choses pendant cette pandémie, cette plateforme? Avec carrément meilleure chose de mon année 2020. C'était un truc de dingue. Non, mais la manière dont ça s'est créé, c'est assez drôle. C'est parce que je ne connaissais absolument pas Mathilde autrement que par Twitter et par son podcast via dans ma thèse. J'avais écouté le podcast qu'elle avait fait avec toi. J'avais fangirlé, bien sûr. Et quand j'ai vu que on se faisait confiner et que Mathilde paniquait un peu sur Twitter et elle était inquiète, quoi, normal, on l'était tous. Du coup, je lui ai envoyé un message pour lui dire si tu veux, dans mon labo, on a fait un truc, on a recréé notre labo, mais sur Discord. Et comme Mathilde est fidèle à elle-même, tu lui donnes une idée, elle te la prend et elle te la multiplie par 1000. Ouais. Elle a dit vas-y, viens, on va plus loin, on fait ça à l'échelle de la France et on le fait pour tous les doctorants. J'ai fait ok. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés avec le Discord. Et c'est un truc incroyable parce que plutôt que de me retrouver isolée à cause du confinement, je me suis retrouvée ouverte vers le monde et ouverte vers plein d'autres doctorants de France et d'ailleurs. J'ai découvert un nombre incalculable de domaines de recherche où j'avais même pas l'idée que ça pouvait exister. J'ai rencontré des amis, vraiment des gens... des gens avec qui je sais que je passerai le reste de ma vie et que c'est bon. Vous êtes coincés, les gens. C'est ça, ils ont signé des CDI avec moi, des CDI d'amis. Et non, c'est un truc de dingue. Et même au-delà de ça, on a des grosses opportunités professionnelles qui se créent et de l'entraide. C'est assez génial. Genre, lors de ma rédaction de thèse, à un moment, j'avais besoin de relecture pour ma conclusion. Ouais. Comme dans toute bonne rédaction de thèse, j'ai terminé un peu sur les rotules et sur la fin, j'en pouvais Normal. plus. Et j'avais clairement besoin d'aide. Donc j'ai mis un petit message sur le Discord pour savoir s'il y avait une ou deux personnes qui voulaient bien relire ma conclusion et me dire si elle avait du sens. Ouais. Au secours. Et donc du coup j'ai mis mon lien vers mon manuscrit pour qu'ils puissent regarder. Et là j'ai 15 personnes qui se sont connectées sur mon manuscrit d'un coup pour tous venir relire et me filer un coup de main, quoi. C'était incroyable. Ça doit être tellement émouvant parce qu'en plus c'est une période où t'es crevé, t'en peux plus, tu bosses sur le même manuscrit depuis des semaines. T'as dû être tellement ému quand t'as vu ça. Enfin, moi, je sais qu'à mon époque, ça n'existait pas, mais j'aurais eu ça, mais j'aurais pleuré, je crois. Ah, je vais pleurer. Ah, ben voilà. J'ai clairement pleuré. Bon, c'est réglé. Ouais, non, mais ça doit faire trop plaisir. Ouais. C'est ça, mais ouais, du coup, 2020 était une année difficile, mais dans tous les cas, elle l'aurait été. J'étais en rédaction de thèse, donc c'est jamais une partie de plaisir et c'est comme un accouchement, c'est douloureux. J'ai pas encore accouché, et je suis pas sûre d'avoir envie de le faire, mais j'ai accouché d'un manuscrit de thèse et déjà ça, j'ai bien douillé, donc c'était quand même une bonne année. Et puis t'as soutenu avec du monde, il me semble. J'ai vu ça. Alors moi j'étais pas dispo, mais j'ai vu ça passer sur Twitter que du coup t'as soutenu. Alors malheureusement Covid a empêché plein de choses, mais c'est vrai qu'il y a eu l'arrivée de tous les événements en ligne. Alors c'est moins bien que le réel, mais c'est vrai que ça a permis à des gens d'être là.
Ouais, alors je suis très partagée sur cette soutenance parce que Ah, ça m'a fait beaucoup de mal. En vrai, ça oui, m'a fait oui, non, beaucoup de mais mal c'est clair. d'apprendre que je Ouais, pourrais pas avoir ma famille, je pourrais pas avoir mes amis. Du coup, au début, je me raccrochais au code. Ok, c'est pas grave, il y aura quand même les ouais, collègues qui pourront être là. Et j'ai soutenu le 6 novembre, donc juste après le deuxième reconfinement. ouais, Donc, c'est vrai. en fait, j'ai soutenu dans un amphi de 300 personnes Ouais, t'as avec soutenu dans un amphi, ouais. 3 personnes dedans Ouais, et ouais, moi. ça c'est dur, ouais. Donc il y avait mon directeur de centre qui était mon président de jury, mes 2 directeurs de thèse Ouais, et moi. Donc ça dur. fait bizarre de Ouais, soutenir devant un amphi vide comme ça. ouais. Mais l'avantage c'est que comme on a mis en place une supervision, une super captation vidéo avec plusieurs angles et tout ça, on a eu une retransmission vidéo et un enregistrement de très bonne qualité et j'avais 150 personnes qui étaient connectées pour assister à la soutenance, quoi. Donc ça J'aurais c'est... jamais eu ça en vrai. Ouais, ouais. Donc ça c'est plutôt cool. C'est le côté plutôt bien. Faut trouver du positif hein, dans 2020 parce qu'au final, Ah mais ouais, sinon c'est un non, peu dur. franchement, quand je fais le bilan, Mm. 2020, je les changerais pour rien au monde. J'ai tellement appris, tellement grandi et rencontré tellement de gens formidables que finalement, c'est une année trop chouette. Et c'est un peu, ouais, c'est un peu une année arc-en-ciel. Beaucoup de pluie, quelques rayons de soleil, beaucoup de couleurs. Oh, c'est beau. Mais c'est vrai que c'est chouette de voir du positif qui sort de 2020 quand même. Et moi, j'ai envie voilà, parce que là, c'était la partie un peu science et puis un peu quand même, surtout, on a semi-enlevé la blouse, on va dire. J'ai envie qu'on enlève la blouse complètement et que tu nous parles vraiment de toi et notamment de ton parcours. Comment t'en es arrivé à travailler là-dessus? Est-ce que tu as toujours voulu bosser sur ce genre de choses? Est-ce que le SAMU, genre, je sais pas, est-ce que tu as vu une ambulance un jour quand tu étais petite et tu t'es dit, tiens, je veux aider l'ambulance à arriver plus vite à l'hôpital? Je sais pas. Pas du tout. Oh Pour la non. petite histoire, quand... ah non, j'ai un parcours, j'étais très bonne élève quand j'étais au collège-lycée. Ouais. Jamais eu de grosses difficultés en cours. Et quand je suis arrivée en terminale, je suis allée voir mes parents et je leur ai dit, bon, bah, j'hésite au niveau de mon orientation. J'hésite entre aller en classe préparatoire de mathématiques ou faire une fac d'art de la scène. Je- J'imagine les pauvres parents. Ah, ils m'ont un peu répondu, ah, Ah, euh, laisse-nous 2 secondes. on va pas te cacher qu'il y a un choix qu'on préfère à l'autre, hein. Tu m'étonnes. Et ouais, ils ont raison, effectivement, hein. J'ai choisi à la fin d'aller en prépa maths parce que Ouais, j'ai pas eu le courage d'aller en fac d'art de la scène parce que bah, c'est plus incertain, c'est plus difficile et ouais. le chemin est plus sinueux. Donc je suis pas allée faire du théâtre. Mais ils t'auraient soutenu dans le théâtre quand même. Ils m'auraient complètement soutenu dans le théâtre, ils ont été absolument géniaux là-dessus parce qu'ils m'ont dit mais en fait c'est à toi de choisir, fais ce que tu as envie. Quoi que tu choisisses, nous on sera derrière toi et on t'aidera à aller jusqu'au bout. Mais effectivement, il y en a un où je serais plus serein. Mais si tu pouvais plutôt choisir les maths, ça serait mieux. Bon, un petit coucou papa-maman du coup, au passage. C'est ça. Et alors donc on va parler de théâtre après, parce qu'au final t'as pas vraiment complètement abandonné l'idée, hein. Non. Et puis là on va plutôt partir du coup ton parcours. T'étais parti sur des maths, mais t'avais un peu en tête ce que tu voulais faire ou pas du tout? Alors, j'avais une vague idée de ce que je voulais faire. J'étais au lycée et je me disais que bah, ingénieur, je savais pas trop à quoi ça ressemblait, mais ça avait l'air suffisamment large et on avait l'air de pouvoir faire des trucs. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de travailler pour la planète, donc du coup de faire du développement durable. Et donc j'ai trié Ok. les écoles, les concours que j'ai passés pour avoir des écoles où il y avait du bâtiment à énergie positive dedans. Hmm. Parce que ce qui était important pour moi, c'était de me rendre utile pour la société et de faire un truc qui ait du sens, quoi. C'était vraiment, c'est un truc qui est inhérent chez moi, c'est donner du sens à mes compétences Ouais. et avoir ce sentiment d'utilité. Alors Et attends, donc, bâtiment à énergie positive, c'est en gros par exemple des maisons avec des panneaux solaires, des choses comme ça? ouais, l'idée en gros, c'est de faire du bâtiment qui produit plus d'énergie qu'il n'en consomme. Ok. Euh, donc j'étais vraiment dans cette optique d'aller faire de l'énergie, du développement durable, tout ça. Et une fois que je suis arrivée en école d'ingé, j'ai commencé ce cursus-là et je me suis rendu compte que réduire des équations de la chaleur, ça allait pas me plaire en fait. Ouais. Et je me suis orientée vers une des autres options qui était proposée à l'école, bah, c'était le génie industriel, donc tout ce qui Mhm. était organisation, gestion de projet, logistique, ça
C'était absolument très très cool. Et j'adorais les profs qui nous donnaient cours. Ils étaient vraiment, vraiment sympas, on se marrait bien, on apprenait plein de trucs. Donc je suis allée là-dedans. Et je me suis dit, bah ok, mais du coup, comment je fais du sens? Parce que je ne me Ouais. voyais pas travailler dans l'industrie et juste faire en sorte qu'on produise plus de boîtes de conserve sur une ligne de prod. Du coup, en M1, je me suis tournée vers... J'avais un stage à trouver de 4 mois. Ouais. Et mon stage, je l'ai fait à la DRH, à la Direction des ressources humaines du CHU de Toulouse. Ok. Et c'est là où j'ai commencé à travailler pour le domaine hospitalier. Et ça ne m'a jamais quitté en fait. Ça a dû être Et génial comme premier stage, ça, non? ah, C'est fou comme... c'était très formateur. Et en fait, on se rend compte que le domaine hospitalier, c'est un domaine qui est dur et c'est pas forcément un domaine qui est humain. Tout ce qui va être gestion et organisation, on va être sur du politique vraiment. Et Ouais. ça, c'était pas l'image que je m'en faisais à l'époque. Moi, j'étais naïve et innocente. Je me disais, ouais, on va tous ensemble faire en sorte qu'on soigne mieux les patients. Et j'avais pas toute cette idée de politique, de gestion financière derrière et tout ça. Donc j'ai un peu découvert tout ça. Ouais. Et ce qui m'a confortée dans l'idée qu'il y avait énormément de choses à faire, c'est que j'ai fait 2 semaines de terrain en cardiologie. Ouais. Donc, du coup, j'étais dans les services de cardiologie, j'ai assisté à des opérations, Waouh. Ok. j'accompagnais les infirmières et je leur posais des questions sur ce que je sais faire moi, donc faire Ouais. des plannings, de l'organisation, utiliser des outils informatiques. Et quand j'ai vu qu'ils étaient mais au paléolithique de la gestion informatique et qu'ils faisaient genre leur planning à la main, mais ça m'a fait de la peine quoi. Donc c'est un truc de ouf. Je me rappelle de ce moment-là où c'était un infirmier qui faisait ses plannings sur ordinateur et il me dit mais du coup toutes les semaines je refais ma mise en page, ça me prend une demi-heure et du coup après je fais mon planning et moi je l'ai regardé, je fais mais vous êtes sérieux? Enfin si vous voulez je vous l'automatise et en fait vous appuyez sur un bouton et la mise en page ça vous le fera automatiquement. Ouais. Et là il m'a regardé avec des grands yeux, avec des étoiles dans les yeux et mais enfin vous vous rendez compte que vous venez me faire gagner une demi-heure à 1 heure par semaine, là, en fait. C'est énorme, en fait. Ouais. Et moi, ça m'avait pris 10 minutes. Ouais. Et là, je me suis dit, ouais, ok. Moi, c'est ça que je veux faire. C'est ça. Je veux pouvoir mettre des étoiles dans les yeux des gens en aidant leur quotidien, quoi. Surtout que ça sauve des Et vies, au final. bah, ça, derrière, ça aide à sauver des Mm. vies et à faire en sorte que les soignants aient du temps pour soigner et Ouais. pas pour faire de l'administratif et de l'organisationnel. Parce que faire de l'organisationnel, ben, ça, c'est le mien de métier, en fait. Mm, mm. Donc C'est... après ce stage, je suis partie à Montréal, Ouais. 2 ans en double diplôme. Et là-bas, j'ai commencé la recherche parce que j'ai fait une maîtrise recherche. Ouais. Et mon sujet de recherche était avec les hôpitaux de l'île de Montréal. Ok. Et je travaillais sur le transport non urgent des patients entre les hôpitaux pour Allô? venir automatiser le transport et l'accompagnement des patients. Donc j'ai développé un petit outil pour faire ça. Ouais. Et ça a été mes débuts dans la recherche. Et donc après, j'ai continué, je suis venue travailler avec les SAMU et là je continue de travailler avec les SAMU et je suis très contente de continuer à travailler dans le domaine de la santé. Et t'as envie de rester là-dedans, du coup? De continuer à développer ça? Ouais, bah, y a tellement de choses à faire dans plein de domaines différents. C'est-à-dire que là, je travaille avec les centres d'appel, mais demain, rien ne m'empêche d'aller travailler avec les urgences physiques, avec Ouais. le bloc opératoire, avec les services de laverie, parce que pareil, bah, y a de la logistique, quoi. Elle Ouais. est partout. Donc, je peux vraiment travailler dans tous les domaines. Est-ce que, question bonus d'ailleurs, est-ce que, attention, est-ce que Covid-19 a changé quelque chose pendant tes recherches? Est-ce que ça a mis en lumière des choses que tu n'avais pas vues? Ou finalement ça n'a pas changé grand-chose parce que tu connaissais déjà les dysfonctionnements? Alors, ça donne lieu à des choses assez drôles parce que une nouvelle organisation que je proposais durant ma thèse a été mise en place durant le Covid par certains centres d'appel pour justement faire en sorte qu'ils soient décrochés plus rapidement. Ouais. Donc, j'étais un peu contente de moi. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'on a eu une grosse augmentation des appels avant le confinement, mais après le confinement, il y a eu une diminution parce qu'en fait, les gens étaient chez eux, donc ils appelaient plus, quoi, parce que tu n'avais plus tout ce qui était accident de la route, Oui. Ouais. sport pour les enfants. Ouais. Et les appels à l'école. Donc il y a eu une diminution. Donc le Covid a des effets différents de ce qu'on attendait sur les centres d'appel, mais au niveau sur le reste de l'hôpital, effectivement, il y a énormément de choses à faire parce que
Parce qu'on voit que notre système de santé est limité et que justement, il y a un moment où si on nous donne le même nombre de moyens, eh ben, il faut venir travailler sur l'organisation et sur la manière de faire si on veut mieux faire avec le même nombre de ressources. Puis à un moment, c'est plus possible. C'est hyper bien dit et c'est vraiment hyper intéressant. Donc du coup, c'est comme ça voilà, que tu t'es retrouvé là. Mais t'as pas vraiment quitté le théâtre. Du coup, on était à la fourche là, au niveau de ton bac, t'avais le choix entre maths ou théâtre. T'es parti sur les maths, mais le théâtre, c'est resté dans ton cœur. T'as continué à en faire un petit peu, c'est ça, hein? J'ai toujours continué à faire du théâtre, sauf les 2 années de prépa parce que j'avais pas le temps. Ouais. Mais sinon, j'ai toujours trouvé à faire du théâtre et que ce soit quand j'étais en école d'ingénieur, j'ai fait partie de la troupe de théâtre, j'ai été présidente d'un festival de théâtre européen Ouais. où on organisait une semaine de festival, où on faisait venir des troupes belges, françaises, marocaines, et à jouer deux spectacles par soir, deux Ah pièces ouais. de théâtre par Ouais. soir tous les soirs pendant une semaine dans le théâtre municipal de la ville. Enfin, une Ouais. histoire incroyable. Et ce qui est très rigolo, c'est que ce festival de théâtre, il a été créé il y a 23 ans par mon directeur de thèse. Sérieux, c'est quoi comme festival du coup? C'est le festival Actea à Albi. D'accord. Qui est organisé par les étudiants, qui est organisé tous les ans depuis plus de 20 ans. Quoi. Et ce qui est rigolo, c'est que l'année où je suis arrivée en thèse, c'était les 20 ans du festival. Donc, on a remonté une pièce avec mon directeur de thèse et d'autres personnes du labo. Donc, on a joué ensemble, on a créé une pièce et on l'a jouée à l'occasion de ce festival. Ah, c'est excellent. Donc au final, tes deux voix se sont recroisées finalement plus tard pendant ta thèse. C'est excellent cette histoire. Et là, alors on va parler du Science Comedy Show juste après, dans lequel tu sévis maintenant. Je peux dire sévir, hein. Ah ouais, complètement. On va clairement dominer le monde à un moment ou à un autre. Mais Une blague j'espère nulle à bien. la fois. Une blague nulle par une blague nulle, on va dominer le monde. Franchement, j'aimerais bien, moi. Avant que tu parles de ça, comment ça t'est venu le théâtre? C'est un truc qui est venu jeune? Comme tu as dit, tu as toujours fait du théâtre? Je crois que j'ai commencé à faire du théâtre quand j'étais en sixième parce que j'ai fait le club théâtre. Ouais. Et c'est un truc qui m'amuse de jouer un rôle, de jouer dans un imaginaire. Et j'ai toujours trouvé de quoi faire du théâtre. Par exemple, il y a un moment où j'étais plus dans une troupe de théâtre, mais je faisais de l'animation avec des enfants en colo. Ouais. Et du coup, je faisais du théâtre parce que quand tu organises des grands jeux et que tu crées un imaginaire, Mm. tu fais du théâtre en fait. Et ça c'est très chouette. Et donc, comme ça m'a toujours un peu accompagnée, j'en mets un peu partout. Et c'est presque naturel du coup de se dire, bah ouais, on va parler de science en faisant du théâtre, quoi. Et Donc, ça, c'est un truc qui me parle en fait. carrément. Donc, on en arrive au Science Comedy Show. Moi, je suis ultra fan, hein, je vais pas le cacher. J'ai découvert ça, je crois que c'était en 2018. Je les ai vus pour la première fois. Donc, c'est une troupe de théâtre à Toulouse, dont quasi tous les membres sont des docteurs dans différents domaines, c'est ça? En fait, il y a tous les On est membres et il y a un tous magicien. docteurs. Ouais, même notre technicien son et lumière est docteur. Et donc, moi, j'ai découvert à l'époque où vous faisiez des sketchs. Donc, toi, tu n'avais pas encore intégré la troupe, mais c'était des sketchs de science. Et ce que j'avais trouvé génial, alors je vais fangirler pendant 2 minutes là, mais ce que j'avais trouvé génial, c'est que pendant quelques années, j'étais à Londres et il y avait eu du stand-up de science. Et j'avais été assez déçue parce que ça tournait généralement en moquerie des scientifiques ou moquerie de la science. C'était pas forcément faire passer un concept de science en quelques minutes grâce au théâtre, c'était vraiment un peu du stand-up de tiens, on va se moquer de tel domaine ou de tel domaine aujourd'hui. Et du coup, c'est dommage, il y a déjà suffisamment de choses qui se moquent des scientifiques, donc j'avais envie de me dire, je suis sûre qu'il y a des scientifiques qui peuvent parler de leurs concepts et de leur science façon théâtrale hyper cool. Et j'avais découvert ça à Toulouse quand j'y étais allée. J'étais allée voir carrément et il y avait un spectacle. J'étais trop contente que ce soit le bon timing. J'avais vu le spectacle, mais j'étais restée sur les fesses. Alors tu me diras, quand t'es assise au théâtre, c'est mieux d'être sur les fesses. Mais ça m'avait mise sur les fesses parce que à chaque fois, en tout cas ces sketchs-là, c'était faire passer une notion de science. Il y avait tous les domaines, donc tu vois, moi qui suis plutôt biologie, généralement, voilà, je suis plutôt bio, sciences de la vie, etc. Mais il y avait tout, il y avait Andrea qui a fait un slam
Donc elle qui est plutôt sciences humaines, c'est histoire, hein, c'est ça Elle Andrea? est en histoire, c'est ça. Elle m'avait mis les larmes aux yeux et c'était un bon mix de sketch qui était plutôt drôle, plutôt sympa avec des jeux de mots, avec des choses comme ça, à des trucs vraiment poignants. Tout un mix de plein de choses et franchement, j'en ai pris plein les oreilles. C'était vraiment génial. Et moi, j'ai envie justement que tu me parles un peu de ce que tu fais dans cette troupe et puis surtout, comment tu prends ton inspiration pour les sketchs. Donc déjà, tu as rejoint cette troupe quand? J'ai rejoint cette troupe après avoir participé à Ma thèse en 180 secondes en 2019, Ouais. 2019, c'est ça. Ouais. Là, la galère, les dates, ça devient terrible. Et il se trouve que la personne qui nous a coachés pour MT 180, c'est Mathieu Pouget et c'est le Ouais. metteur en scène du Science Comedy Show. Et donc à l'issue de ça, j'ai participé à la Nuit européenne des chercheurs. Ouais. En tant que dealer de science, parce que ce que tu as vu, Ouais. le Science Comedy Show, C'est une c'est partie. notre premier spectacle. Ouais. C'est du One Scientist, One Man Show, One Scientist Show, quoi. Ouais. Donc c'est des sketchs où à chaque fois un scientifique vient nous raconter sa vie de scientifique, quelque chose sur sa vie de scientifique. Et on a d'autres objets théâtraux, d'autres objets scéniques. Et il y en a un, c'est les dealers de science, où c'est plus du théâtre de rue. Et là, c'est quoi? pour le Ouais. coup, on est habillé en steampunk, donc on a des chemises de boucher, des chapeaux de forme, on est maquillé, un peu post-apocalyptique. Et l'idée, c'est d'aller voir les gens dans la rue et de leur dealer de la science directement. C'est sorti du manteau, là. Et en 2 minutes, de venir démonter une idée reçue, de venir apprendre un truc très rapidement. Et c'est très rigolo parce que quand tu abordes les gens en faisant Hé, psst, psst, hé, t'en veux? Quoi? Bah, de la science! Et ce qui est génial, c'est quand les gens te disent Non, non, mais moi, j'aime pas ça, la science. Tu fais, mais si, vas-y, je t'en donne un peu. Et du coup, tu fais ton deal. Ouais. Et que la personne, à la fin, elle te répond Ah, bah, j'aime pas la science, mais ça, j'aime bien. Bah là, t'as gagné. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ça, de toute façon, quand tu fais de la communication scientifique et que les gens sont un peu réticents et qu'ils ressortent de là en disant bah, finalement j'ai aimé, t'es là, oh, je crois que je pourrais vous faire un câlin là tout de suite. Ouais, c'est ça. Là, je pense que je suis heureuse. Mm. Merci. Donc, j'ai commencé en faisant en dealant de la science, en fait. Ouais, pour la nuit des Et chercheurs. j'ai écrit mon premier sketch pour la saison 1, donc le Science Comedy Show, oui, parce qu'on a des saisons, on est un peu Ah, le c'est bien. Netflix Ouais. de la vulgarisation scientifique théâtrale. Ça me va. Et j'ai écrit mon premier sketch en octobre dernier, Ouais. et je l'ai joué aussi. Et donc j'ai fait un sketch sur la poésie des mathématiques. Ouais, j'allais te demander justement. Euh, Ouais. Et c'était très cool, très très chouette. Pareil, on est sorti du spectacle, il y a des gens qui m'ont dit j'aime pas les maths, mais on n'avait jamais parlé comme ça et c'est vrai que c'est beau. Et tu fais j'ai envie de pleurer, Et merci. tu peux nous en faire un mini morceau ou nous donner un peu l'idée de ce que tu racontais pendant ce sketch? Ou c'est spoiling? On n'est pas trop à l'aise avec l'idée de spoiler, mais Ok. l'idée de se dire que en fait, les mathématiques sont partout dans notre vie, Ouais. jusqu'à dans notre langage. Ouais. Et donc je joue avec ça pour permettre aux gens de se rendre compte qu'ils sont entourés par les mathématiques et qu'ils les utilisent à tous les jours. Ah ben voilà, ça c'est parfait. Tu spoil pas, mais tu t'expliques un peu. Tu sais, tu donnes juste envie. C'est un petit teaser Netflix, quoi. C'est ça. Et j'ai aussi écrit un sketch pour notre saison 2, qui Ouais. est le Dark Science Show, Ouais. où là, pour le coup, on est plus sur une pièce de théâtre avec des scènes où on joue le dernier repas avant la fin du monde. Donc on vous C'était. invite Ouais. à vous asseoir pour venir vivre le dernier repas avant la fin du monde. Et on vous parle de toutes ces choses qu'on n'a pas pu dire avant et dont on doit vous parler. Et on parle de science. Alors, question covidienne, ça vous avez eu l'idée avant la pandémie ou après? Avant, D'accord. on avait déjà commencé à travailler. Enfin, ils avaient déjà commencé à travailler dessus avant la pandémie. Ouais,
ouais, bien 1 an avant. Ah, cette idée de fin du monde, non, c'était juste pour savoir, tu vois, si Covid vous avez C'est pas notre inspiré. faute, promis, c'est ouais. pas nous. Si, bah, c'est un peu vous, c'est un peu vous du coup, parce que vous aviez prévu la fin du monde juste avant la pandémie quand même, hein, je veux pas dire. On n'y est pour rien, je nous dédouane de toute responsabilité. Et donc, le Dark Science Show, ok, donc ça c'est la suite, j'ai pas vu, et j'ai vraiment, ça c'est un de mes gros rêves, c'est de vous faire venir à Paris, que vous puissiez faire une représentation à Paris. Ça serait juste génial. Ben, on a hâte aussi de pouvoir faire ça et de pouvoir rejouer. Et dès qu'on aura l'occasion de rejouer, ben, on va repartir de plus belle pour pouvoir continuer à monter sur les planches, quoi, parce que c'est quand même absolument génial. Et c'est absolument génial de vous voir. De toute façon, dans les descriptions du podcast, vous allez trouver les liens pour le Science Comedy Show. Et donc, quand tu écris tes sketchs, comment t'es inspirée ? L'inspiration, elle vient pendant que tu fais de la science ou Vas-y, donne-nous un exemple d'inspiration de sketch. Alors, j'ai des exemples où je lis un livre et où je me dis « Ah ouais, non, ça c'est trop bien, il faudrait en parler ». Mais après, il y a d'autres exemples plus... quotidien, disons-nous. Par exemple, je suis en train de trier mes chaussettes et de ranger ma lessive. J'ai horreur de ranger ma lessive. Puis du coup, tu te demandes qu'en fait, comment je fais pour trier mes chaussettes le plus rapidement possible et tout. Et tu te dis que doit bien y avoir des algorithmes de tri parce que c'est un truc. Tous les informaticiens ont travaillé sur le tri, c'est un peu le b.a.-ba. Et donc du coup tu te dis ah mais attends, mais du coup peut-être que je pourrais parler du tri, de faire un sketch sur le tri en le prenant avec les chaussettes, parce que si ça marche avec les chaussettes, ça marche aussi avec les livres. Et tu sais, on s'est tous demandé comment est-ce qu'on range notre bibliothèque, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des idées de sketch bizarres, ou qu'on se retrouve à faire de la revue de littérature sur l'oignon ou pourquoi est-ce qu'on éternue. Ah oui, et cette histoire d'éternuement avec le soleil d'ailleurs, c'est même pas une blague ça. Non, ça c'est pas une blague. Hein. Ça, on a 20% de la population qui éternue quand il passe de l'ombre à la lumière. Ça s'appelle le syndrome photosternutatoire. En anglais, c'est l'acronyme HACHOU. Parce que oui, les scientifiques sont des petits rigolos. Et ouais. Sur l'oignon notamment, c'était quoi tes recherches ? En gros, je cherchais pourquoi est-ce que l'oignon faisait pleurer. Pourquoi ça fait pleurer d'ailleurs ? Et ça fait pleurer parce que en gros, quand tu coupes ton oignon, ça vient éclater sa structure et ça va libérer des molécules qui contiennent notamment du sulfure, et elles sont hydrophiles, donc ça aime l'eau, donc ça va directement dans tes yeux et ça pique. Du coup, c'est pour ça qu'on préconise de passer son oignon, enfin son couteau sous l'eau, parce que ça va venir diluer ces molécules hydrophiles, ou alors de mettre des lunettes de piscine, parce que ça permet d'éviter que ça aille jusqu'à tes yeux. Alors ça, pour le coup, passer le couteau sous l'eau, tu vois, je savais pas. Ça peut être super utile. Merci la science. Okay. Ouais, voilà, c'est ça. Comme quoi la science, ça peut faire arrêter de pleurer. C'est quand même fou, non ? Ouais, exactement. On va arriver bientôt à la fin de ce podcast, mais j'ai envie de savoir, est-ce que tu as d'autres hobbies ? Parce que, alors du coup, quand même, t'as le théâtre qui doit te prendre un temps de fou. Ouais, mais oui, c'est cool. Mais du coup, ça devient un hobby travail maintenant, le théâtre. Ouais. Un hobby de travail, j'aime bien. Et sinon je suis un peu comme Mathilde, j'aime beaucoup les jeux vidéo. Donc, je joue beaucoup aux jeux vidéo, j'aime la lecture. Attends, le dernier... la couture. Attends. Alors, je vais poser des questions pour chaque truc. Dernier jeu vidéo que t'as vraiment adoré ? Oh là là. Alors, pour le moment, je l'ai pas encore fini, mais Outer Wilds, qui est un jeu vidéo d'exploration dans l'espace, où au fur et à mesure de l'histoire, tu découvres ce qui se passe et ce qui s'est passé, et il est vraiment très beau. D'accord. Ça, c'est sur quoi ? Sur ordinateur ? C'est sur ordinateur. Je joue quasiment exclusivement sur ordinateur. Alors, tu as dit jeux vidéo, lecture et couture. Tu vas passer... je vais te demander les trois. Hein. On va savoir les trois. Lecture, c'est quoi le dernier bouquin que tu as vraiment beaucoup aimé, ou le bouquin de 2020, par exemple ? Alors... Je vais rester sur la lancée vulgarisation scientifique. Le dernier bouquin que j'ai lu, c'est Turing à la plage des éditions du Node. Et celui-là, je l'ai trouvé extrêmement bien écrit, et je me suis régalée à le lire. Et sinon, c'est qui d'ailleurs l'auteur ? C'est Lé. C'est Lé, hein, c'est ça ? Oui, c'est Lé Nguyen. Et un professeur de l'EPFL. C'est ce que je me disais, c'est tout nouveau. Et ils ont fait toute une collection d'UNO, effectivement, de bouquins à la plage. Donc, c'est bouquins de vulgarisation de sciences, une collection assez sympa. Ouais. Et du coup,
couture, alors on va pas parler de masques, même si t'as fait des masques cool avec des petits chats qui font de la science, je crois, des tissus de petits chats qui font de la science. Oui. T'as fait Mais quoi d'autre? couture, ouais. Je me suis fait ma robe pour les vacances de Noël. Pour Noël et les fêtes de fin d'année, je me suis cousu une robe longue que j'avais. C'était un projet que je devais faire depuis 1 an et l'année Ouais. dernière, j'avais pas eu le temps. Donc là, j'avais fini ma thèse, j'avais du temps, donc j'ai pris le temps de coudre ma robe. Ah, c'est cool ça. T'es parti avec un patron déjà ou t'as fait toi-même Ouais, ton patron? j'utilise des patrons, je Ouais. ne sais pas patronner, du moins Ouais. pas encore, je n'ai pas pris le temps d'apprendre. Non, mais enfin, c'est très bien de prendre des patrons. Moi, je faisais de la couture. Je faisais mes propres patrons et ça se voyait. J'ai envie Il de y a dire. des gens qui le font très bien et ça ne me dérange absolument pas de les payer Ouais. pour faire du bon travail. Bah, exactement, prendre des patrons déjà faits. Après, tu peux apprendre, je pense, à dessiner tes propres patrons, mais c'est vrai que voilà, prendre des patrons déjà faits, Ça marche aussi, Ouais, c'est ouais, ouais. chouette. Déjà, coudre, ça prend déjà du temps et tout, donc voilà, c'est bien. Si t'as déjà des formes, tu sais à peu près où tu vas aller, ça rend plutôt pas mal. Mais écoute, est-ce que, est-ce que tu as un mot de la fin pour nous? Parce que là, je pense qu'on arrive à la fin de ce podcast. On a raconté plein de Euh, choses top. J'ai vraiment trop hâte de le partager. Est-ce que t'as des choses que tu avais envie de raconter? le limite, je terminerai en disant que, en reprenant des mots que j'ai utilisés à ma soutenance et en disant que je crois fondamentalement à la théâtralisation de la pédagogie et au fait que tout le monde puisse tout comprendre. Il faut juste l'expliquer de la bonne manière. Ouais, c'est beau comme mot de la fin de culture scientifique. En gros, moi je dis, alors moi je parle plutôt aux scientifiques et je dis il n'y a pas de science pas vulgarisable. Par contre, ça dépend du. Il y a plus ou moins de boulot pour la vulgariser, tu vois, C'est de ça. réflexion. Mais c'est exactement la même chose. Ce qui est marrant, c'est que moi je prends la côté chercheur et toi c'est l'autre côté. Mais tout le monde peut tout comprendre en gros, s'il y Mm. a un petit peu de travail qui est fait, quoi. C'est ça, il faut se Ouais. donner les moyens, mais si la personne en face n'a pas compris, c'est qu'on a mal expliqué, quoi. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est un beau mot de la fin. Dans les descriptions, de toute façon, je mettrai tous les liens vers tout ce que tu as raconté, puis notamment Science Comedy Show pour que les gens puissent vous suivre sur les réseaux. Et puis, en espérant que cette pandémie termine rapidement, probablement, peut-être venir vous voir sur scène s'ils sont dans le coin de Toulouse, ou peut-être ailleurs, si jamais vous vous produisez ailleurs. En tout cas, Eva, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec moi et puis avec tous ceux qui vont nous écouter. Un grand merci et puis à très bientôt. Merci à toi. Voilà, ça y est, c'est tout pour cet épisode de Sous la blouse. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à le noter sur votre plateforme de podcast préférée et à le partager. En attendant, vous pouvez me retrouver sur Twitter @soulablouse et sinon à très bientôt pour un prochain épisode.